Okay. Guys, sir, what did you just do? What's going on? What the hell's going on here? Find out this Tuesday night. Tuesday? Dynamite's on Wednesday. This Tuesday, Impact Wrestling on Access TV. Me and Kenny will tell you all about it, Marvin. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast. Cette fois-ci, nous sommes combien, vous demandez-vous? 3, mais avant de vous dire combien nous sommes, le plus intéressant c'est de vous dire c'est quoi le Catchacast. Si vous débarquez, c'est votre émission dédiée au catch, toutes ces coutures, toutes ces origines du puroresu japonais au lucha libre, la lucha libre mexicaine. Et donc on vous l'a annoncé, on est 3, alors il y a une tête, il y a une voix connu, très connu, c'est Félix. Salut Félix. Salut Mehdi. Comment va? Oh bah ça va. Covid Christmas oblige. Covid Christmas. All I need for Christmas is you et non pas Covid. Non. Et en l'occurrence, après ce jeu de mots un petit peu foireux, on a un invité, on va vous expliquer pourquoi on a un invité juste après ça. Et en réalité, cet invité, c'est un petit peu comme dans le catch, c'est un retour d'une longue absence qu'on espère qu'il sera de nouveau longue présence et un long règne. C'est le retour de Guillaume. Salut Guillaume. Bonsoir. Alors Guillaume, tu étais parmi nous dans les premiers numéros, donc c'est vraiment un bonheur de t'avoir de nouveau avec nous. Et on a un très gros morceau qu'on va aborder ce soir, c'est la TNA. Effectivement, on va revenir sur ce monument du catch, et le hasard fait que c'est pas du tout opportuniste, malgré ce qui a pu se passer. On va y revenir après, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu, mais le hasard a fait que l'actualité est vraiment venue en écho de la façon d'accorder notre calendrier pour cette émission. Je me présente moi aussi, parce que j'ai tendance à oublier de le faire, donc Mehdi Des de Des Podcast, parce que le Catchacast, ça fait partie de la maison mère, qui est Des Podcast, dans laquelle vous avez plein d'émissions de jeux vidéo, de catch, d'animé, de manga, de comics, de cinéma, donc allez-y, mangez-en. On a également aussi un Patreon, si vous voulez éventuellement nous soutenir, ça aide. Toutes les émissions de Des Podcast, c'est sur patreon.com/despodcast. On en a fini pour notre flash info news, breaking news promo. On va se lancer dans le vif du sujet avec simplement le pourquoi de cette rétrospective. Je vous en parlais il y a quelques instants, accord des calendriers. Donc Félix, je vais te laisser un petit peu en dire quelque chose, parce que l'actu est grandement TNA ou indirectement TNA par les temps qui courent. Et oui, parce que le mois de décembre commençant, l'AEW, donc All Elite Wrestling, que vous commencez à connaître si vous nous écoutez, a tenu un show Dynamite télévisé spécial intitulé Winter is Coming, et lors de ce show a débuté une sorte de collaboration, d'invasion, de traîtrise de la TNA, en tout cas de Impact Wrestling, donc son nouveau nom depuis quelques années, à travers le personnage et la personne de Don Callis, qui est l'un de ses bookers, mais aussi de ses commentateurs, et le nouveau
le mentor est maintenant manager d'un certain Kenny Omega, qui est le nouveau champion AEW, qui l'a aidé à remporter le titre AEW et qui l'a emmené à Impact Wrestling pour y faire sa loi, entre guillemets. Et donc tout ça a fait beaucoup de publicité pour Impact Wrestling, surtout que voilà, depuis des années, c'est plus trop le numéro 2 du catch que c'était dans les années 2000. Et donc ça a refait parler de Impact Wrestling, et donc du coup on s'est dit qu'on avait une émission rétrospective TNA dans les cartons depuis longtemps, et que c'était le moment, quoi. Il fallait qu'on en parle, et que notre expert TNA adoubé depuis longtemps, notamment par Michael, qui n'est pas là d'ailleurs, qu'on salue, mais qu'on salue quand même, on a pu le faire venir, quoi. Ben ouais, on a réussi, on est très heureux. On va très brièvement, vraiment, parce qu'on y reviendra probablement directement après. Guillaume, toi, je veux dire, quand tu as appris cette nouvelle de transit de Kenny Omega de la EW à Impact, comment est-ce que tu l'as reçu, t'as réagi Alors, bonne question. J'avoue que j'étais assez dubitatif. Vous venez de me l'apprendre. je m'étais un peu spoilé avant, parce que j'ai vu une image. Ouais. Enfin, je m'étais spoilé le résultat du match, mais en fait, je savais pas ce qui se passait derrière. Je ne savais pas pour le kidnapping. Ouais. Bon, c'est sûr que ça m'a. Enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, eux, ils essaient de faire croire que c'était prévu depuis le début. Bon, on y croit que la moitié, mais c'est vrai que, entre guillemets, j'y ai pensé en fait il y a très longtemps, justement. On a presque l'impression qu'ils ont attendu qu'on ait oublié, parce que moi, j'ai toujours su, en fait, avant que la EW se crée, que Kenny Omega est originaire de la même ville que Don Callis, qui sont très potes, puis aussi d'ailleurs Chris Jericho, ce qui fait qu'à la limite, je fantasmais que Kenny Omega vienne plutôt à Impact, même si bon, on se doutait quand même qu'il allait arriver à l'EW, parce que voilà, c'était un peu la logique quand même des choses. Mais c'est vrai que j'étais surpris même qu'il n'ait pas été prêté pour un petit truc et tout, par-ci par-là. Et donc finalement, ça a mis du temps, mais ils se sont finalement dit que c'était peut-être le bon moment pour le faire. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose qui derrière de plus complexe ou quoi. Certains disent que Don Callis va quitter Impact pour rejoindre l'AEW comme simple manager, ce qui paraît un peu quand même étrange. Mais bon, voilà, on verra bien de toute façon. On verra bien, effectivement. Pour rappel, donc la ville d'origine commune, c'est Poughkeepsie, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas Winnipeg. Winnipeg, c'est Winnipeg, ouais. Poughkeepsie. Je sais pas. Bon, et comme Chris Jericho d'ailleurs aussi. Hein, ils sont d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Callis, pour histoire de refaire la blague et de l'évacuer une dernière fois. Et aussi, de dernière petite chose importante toujours à rappeler, surtout quand il perd, titre gagné par Kenny Omega face à Jon Moxley. Voilà, c'est important de souligner quand Jon Moxley perd. C'est une tradition à peine que j'ai instaurée sur le Catchacast. On en arrive donc à, évidemment, première date symbolique pour nous trois. Quel a été notre premier contact, première rencontre avec la TNA/Impact en fonction de notre arrivée, notre rapport effectivement à cette fédération. Hein. Donc Félix vous l'a dit, hein, nativement TNA, donc Total Non-Stop Action Wrestling, et Impact par la suite. Peut-être te laisser commencer toi, Félix, et puis après on laissera Guillaume, et moi je m'exprimais un peu plus modestement, parce que je pense sans trop de surprise, vous connaissant, que j'ai dû arriver probablement le plus tardivement sur la TNA. Eh bien, moi j'ai découvert la TNA de plusieurs façons, et à peu près au même moment. 2008, 2009, je dirais. 2007, 2008, 2009, dans ces eaux-là. Quand j'ai commencé à regarder le catch, j'en ai déjà parlé sur le Catchacast, mais quand j'ai commencé à regarder le catch sur les premières chaînes de la TNT, donc c'était NT1, etc. Les premiers magazines de catch français sont apparus, notamment Planet Catch. Et dans ces magazines-là, on parlait essentiellement de la WWE, mais aussi un peu de la TNA. Parce qu'à l'époque, c'était le numéro 2 du catch américain, parce qu'il n'y avait pas encore grand-chose. Le circuit indépendant se relevait difficilement des années 90 et des Monday Night Wars et de la faillite, enfin de la banqueroute de la ECW. Donc la Ring of Honor balbutiait quand même, elle révolutionnait un peu le genre, mais discrètement. Et puis il y avait la TNA à côté qui avait quand même
un programme télévisé aux États-Unis, donc elle comptait à l'époque, et c'est comme ça que j'ai découvert voilà, qu'ils avaient un ring à 6 côtés, qu'ils avaient des matchs en cage plusieurs fois d'affilée dans le même show, qu'il y avait des catcheurs que je connaissais un peu, comme Booker T, comme Kurt Angle, voilà. Donc il y avait ça, il y avait aussi mon oncle, encore une fois, décidément, toujours là, qui avait mis la main sur des DVD de la TNA et qui trouvait ça extraordinaire parce que c'était un peu plus extrême, un peu plus particulier, un peu différent finalement de la WWE à cette époque-là. La contrebande familiale. Un peu, ouais, c'était un peu ça, genre regarde, il y a trouvé ça sur le camion. Et puis après, je m'y suis mis vraiment avec... il y a eu un bref séjour de TNA Impact sur W9 parce que l'audience de Raw et SmackDown sur NT1 était vraiment extraordinaire à l'époque, et donc W9, autre chaîne de la TNT, a voulu mettre la main mise sur le catch aussi. Alors c'est pas resté très longtemps, je crois que c'est resté vraiment que quelques mois, mais ça m'a suffi et après j'étais parti quoi. Ouais. Ok, bah très très bien, donc ça me conforte dans ce que je disais juste avant, hein. Je pense que j'ai eu le rapport le plus tardif. Pour toi Guillaume, invité. Alors moi, je m'en souviens relativement bien, je crois que c'est en 2005, au printemps 2005. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que... alors, je me suis mis vraiment au catch, en fait, je regardais un peu quand j'étais plus jeune, mais je m'y suis vraiment mis en fait assez sérieusement, entre guillemets, en 2002. Au début, je ne regardais que Raw qui passait sur RTL 9. Et puis bon, peu à peu, j'ai découvert qu'il y avait d'autres émissions, d'autres trucs, puis d'autres promotions que la WWE. Et en fait, il y a eu toute une période où j'ai commencé en fait, à choper un peu plein de catch partout, du catch japonais, du catch féminin, etc. Donc j'ai commencé à découvrir pas mal de trucs. Ouais. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui devient Goldust? Parce que Goldust, c'est un catcheur qui comptait beaucoup pour moi, c'est un catcheur que j'ai découvert sa naissance en fait, en direct, en direct. Ça doit être un peu en décalage, mais j'étais là-bas. En 96 sur Canal+, quoi. Ouais. Voilà, j'ai assisté entre guillemets à la naissance du personnage, donc il me fascinait beaucoup. Et je me demandais en fait où il était passé, parce que je l'avais retrouvé en fait en 2002 à la WWE, il était encore là, mais après il avait disparu. Et en me renseignant, j'ai découvert qu'il était à la TNA. Et je me suis rendu compte que la TNA, en fait, je la connaissais aussi un peu indirectement parce que quand je me suis mis au catch en 2002, c'était via les jeux vidéo. Ouais. Et les jeux vidéo de catch. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les jeux vidéo de catch sont énormément boostés par la création de personnages. Il y en a peut-être moins maintenant, mais à l'époque, il y avait beaucoup de communautés de création de personnages, qu'on raccourcit en CAW, Create a Wrestler. Et j'allais sur des forums comme ça, et beaucoup de gens créaient Abyss ou AJ Styles, et je ne savais pas qui étaient ces gens. Et donc je me disais, et puis un truc hyper classique, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau jeu sortait, comme il y avait une liste de coups, etc., parfois des coups qui ne venaient pas, qui pouvaient venir d'autres promotions justement, pour pouvoir créer ces personnages, la première question que les gens posaient, c'était est-ce que le Styles Clash était dans le jeu? Sachant qu'il a dû arriver un peu plus tard, mais via Michelle McCool, puisque c'était son finisher, hein, elle avait exactement le même. Pour ceux qui se souviennent, je ne sais plus comment il l'appelait, elle, mais elle avait le même finisher que AJ Styles. Sachant que lui, quand il est arrivé, je crois qu'elle avait déjà pris sa retraite, donc de toute façon, ça n'a pas posé problème. Ouais. Bah très bien. Oui. Et donc oui, non, voilà, et c'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder, en fait, ça faisait quelques mois qu'il s'était mis au pay-per-view mensuel, parce que je pense qu'on va reparler de ça dans le côté historique. Et du coup, en fait, je suis revenu un peu en arrière, et donc je me suis mis à rechoper tous les pay-per-view depuis les premiers pay-per-view mensuels, c'est je crois fin 2004. Et du coup, en fait, j'avais pas beaucoup de choses à rattraper. Et puis après, j'ai commencé à regarder tous les pay-per-view, puis évidemment les émissions quand elle est apparue. Et puis voilà, je n'ai cessé de regarder depuis religieusement, va-t-on dire. D'accord. Bon finalement je me suis trouvé, je me suis un peu auto-shamé en pensant que j'allais être vraiment le plus tardif à y arriver, parce que je me rends compte que c'est pas si tard que ça. On va le rappeler juste après mon intervention, à savoir que la TNA, donc ça a été créé en 2002, hein, on va y revenir dans quelques instants. Et donc moi j'ai découvert en particulier entre je pense fin 2005-2006
Notamment, le marqueur que j'ai, c'est un match Samoa Joe et Jay Styles, je crois, ou Kurt Angle, sur un Genesis de 2006, histoire de pas te dire de bêtises. Non, c'est Samoa Joe, Kurt Angle, excusez-moi, lors du TNA Genesis de 2006. Donc c'est un petit peu dans ces eaux-là, aussi un petit peu par hasard. Moi, j'étais beaucoup moins dans la. J'avais ni effectivement de DVD exclusif, ni cette recherche de la quête très très pointilleuse de Guillaume. Et bon, après, c'est arrivé. Mon rapport à la TNA a été assez longtemps très sporadique, on va dire, jusqu'à la diffusion et une certaine forme d'accessibilité, ne serait-ce que via des highlights avec Global. Mais là, j'en dis déjà un petit peu trop. Et on va se lancer dans vraiment le cœur, le vif du sujet, à savoir la petite la grande rétrospective d'Impact, donc TNA puis Impact Wrestling, et son évolution. Et je vais me tourner de nouveau vers Félix, qui sera sûrement potentiellement épaulé par Guillaume pour compléter tout ça. Juste une petite précision avant de donner la parole à te redonner la parole, Félix. J'ai oublié de préciser par rapport aux jeux vidéo que Guillaume, en plus d'être, on l'espère, je touche du bois, j'en ai sous la main, ça tombe bien, du vrai, d'être de nouveau régulier sur les catch-a-cast par ce moyen d'enregistrement à distance, est aussi un intervenant régulier du côté de MO5, l'association MO5. On vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les jeux vidéo rétro, et on vous donnera de toute façon les liens dans le billet, et on vous rappellera ça à la fin de l'émission. Félix, donc, rétro, TNA, Impact, c'est y par Gaspard. Eh bien, la TNA, elle naît en 2002, alors d'abord sur le nom de NWA TNA, donc elle était sous la houlette de la National Wrestling Alliance, donc la grande alliance de promotion qui date de 1948 et qui existe encore aujourd'hui, qui est la propriété aujourd'hui de Billy Corgan, du chanteur des Smashing Pumpkins. Donc elle est née sous la houlette de la NWTNA. Elle est née par qui qui l'a créée, c'est Jeff Jarrett, le catcheur, et son père Jerry Jarrett, qui était un promoteur dans le sud des États-Unis, un fan très expert, journaliste aussi, un des premiers blogueurs de catch américains sur le web, qui s'appelle Bob Ryder. Tu veux dire qu'il y en a eu avant Guillaume? Et oui. Et faut préciser que Bob Ryder nous a quittés récemment. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas c'est pas la seule personnalité de la TNA qui nous a quittés cette année. C'est malheureux. On en parlera plus tard. Et puis il y avait Vince Russo qui était pas loin aussi pour la création de la TNA, parce que donc c'était le scénariste un peu star de la WWE et de la WCW à la fin des années 90 et début 2000, et il a été un peu expatrié de tout ça quand on s'est aperçu que tout ce qu'il créait n'était pas doré, entre guillemets. Donc Jeff Jarrett, il lui aussi était expatrié de la WWE parce que il avait un peu manipulé Vince McMahon sur des trucs de contrat, etc. Et donc Vince McMahon n'a pas voulu le réengager après le rachat de la WCW parce qu'il y était catcheur. Et donc il s'est dit, on va créer une promotion quand même pour nous mettre en avant et mettre en avant tous ces talents qui ne sont pas signés au gigantesque WWE. Donc c'est ça le début de la TNA. Et puis, la fameuse partie de pêche, hein. C'était pendant, exactement, c'était pendant une partie de pêche sur le bateau. Entre tous ces gaillards-là. Et donc ils décident, puisqu'ils n'ont pas de contrat de TV, qu'ils vont faire des pay-per-view hebdomadaires tous les mercredis. Mais finalement ça n'a pas forcément hyper bien marché financièrement, et donc en 2003-2004 Jeff Jarrett obtient le financement de la part d'une certaine Dixie Carter, dont les parents sont les propriétaires d'une entreprise qui s'appelle Panda Energy, qui fait des centrales électriques aux États-Unis et qui est à des milliards de dollars. Et donc ils vont réussir bon an mal an à trouver un premier contrat télévisé, à commencer à faire les premiers pay-per-view mensuels, comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure. Et puis ils vont installer un ring à 6 côtés qu'ils n'avaient pas au début. Et donc ça va les différencier un petit peu. Il y aura un style de catch un peu particulier, notamment avec la X-Division. Donc c'est remettre au goût du jour les poids moyens de la WCW. Et tout ça, toute cette différenciation arrive en 2005 à leur obtenir un vrai premier contrat télévisé avec
avec une chaîne qui s'appelle Spike TV, qui était l'ancienne maison de WWE Raw entre 2000 et 2005. Donc c'est vraiment super pour eux, et c'est là que le succès arrive vraiment je dirais entre 2005 et 2009, parce que on a les premières grosses stars qui sont signées, Team 3D, donc les anciens Dudley Boys, il y a Christian Cage, il y a Sting, décidément Sting il est aussi dans l'actualité aussi. Oh my god, it's Sting. Merci Tony. Kurt Angle, etc. Et puis il y a la montée progressivement en puissance de jeunes pousses comme Samoa Joe, comme AJ Styles, comme Abyss, comme Christopher Daniels, etc. La TNA, elle arrive à se séparer de l'ombrelle de la NWA en 2007, donc notamment c'était surtout par rapport à ces titres de championnat, donc ça devenait du détail à ce niveau-là. Ils arrivent même à financer, à produire un jeu vidéo en 2008-2009, donc c'est quand même dire le succès grandissant de cette promotion. Ensuite en 2010, là il y a un pivot. Jarrett est un peu dégagé de la promotion parce qu'il y a des histoires avec Karen Angle, donc la femme de Kurt Angle, qui va finir avec Jeff Jarrett, et donc ça fait beaucoup d'histoires dans les vestiaires, et donc lui il est un peu mis de côté. Ça permet à Dixie Carter, donc la propriétaire de la TNA, d'engager Hulk Hogan et Eric Bischoff, donc des grands noms du catch américain. D'un côté un catcheur et de l'autre un promoteur. Et là, ils vont essayer de tout changer. Ils vont enlever le ring à 6 côtés, tellement marquant de la TNA, pour remettre un ring à 4 côtés. C'était très bizarre d'ailleurs comme moment, parce que dans les rétrospectives, il t'explique que Hogan l'a fait, genre ça me perturbe, et il prenait l'excuse que comme ça le perturbait, les fans n'en voulaient plus. Et ça a été un peu évacué dans la plus grande des indifférences, quoi. C'était curieux. Oui, et puis il y a beaucoup. Et puis ils essayent de concurrencer directement la WWE et Raw le même soir, de recréer les Monday Night Wars, mais ça va vraiment faire un flop total. Et puis il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, parce qu'ils disent que tout le monde va devoir mériter sa place. C'est ce qu'ils disaient le fameux 4 janvier 2010, tout le monde va devoir mériter sa place ici. Sauf que finalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils engagent beaucoup de copains d'Hulk Hogan, les Nasty Boys, d'autres anciennes stars. Enfin, il y a Kevin Nash, Scott Hall, etc. Orlando Jordan, par exemple, des talents qui étaient pas forcément dans le ton de AJ Styles et Christopher Daniels et toute cette compétition. Sur les Monday Night Wars, entre guillemets, c'est quand même une époque où il y a, comme justement la TNA sortait comme une époque quand même où elle était quand même très en valeur, on sentait que par contre il y avait quand même une grosse effervescence, c'est-à-dire que même si évidemment au niveau des ratings ils pouvaient pas du tout lutter, je me souviens que c'est vraiment à l'époque, ça a été vachement lancé en plus par l'équipe VKM, qui reprend les initiales de Vince Kennedy McMahon, qui était donc Billy Gunn et Road Dogg. Il s'appelle Road Dogg, tout à fait. Et en fait, ce qui était, mine de rien, à cette époque-là, ils jouaient tellement sur la guerre entre les deux, c'est quand même l'époque où on entendait des chants TNA, parfois pendant les matchs de la WWE, quand il y en a qui avaient, je me rappelle un match Undertaker, je crois que c'était un match Undertaker et Mark Henry qui était hyper ennuyeux, et les gens commençaient à scander TNA, ce qui n'arriverait plus du tout aujourd'hui, quoi. Même avec le W, je ne sais même pas si ça arriverait encore. De toute façon, je pense que les gens se feraient éjecter de la salle la nuit militari. Donc c'est quand même une époque où, mine de rien, ils arrivaient quand même vachement à galvaniser les fans. Mais voilà, c'était... alors ce qui est intéressant, c'est que peut-être que je peux en parler maintenant du coup, sur la notion de fan en fait, de catch, parce que... Ouais, je pense que c'est un truc, un rapport à la TNA qui est particulier. Parce que en fait, évidemment, je vais probablement faire le lien avec mon blog Split Diopter, sur lequel j'ai écrit un article qui s'appelle 10 raisons pour lesquelles je préfère la TNA. Je ne vais pas évoquer toutes les raisons ce soir, mais ce que j'expliquais en introduction, c'est qu'en fait, dans le catch, on a un peu le même phénomène que pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que le phénomène d'allégeance, ce qu'on appelle le fanboyisme un peu vulgairement, c'est une explication purement psychologique. C'est que dans le jeu vidéo, la plupart des gamers peuvent pas se payer toutes les consoles, donc ils sont obligés de faire un choix. Et ce choix est difficile, ce qui fait que psychologiquement, ils sont obligés ensuite de se conforter dans leur choix. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un bon jeu sort sur leur machine, forcément, ils vont être très contents. Quand un jeu pas terrible sort sur leur machine, ils vont dire « Ouais, mais il a quand même quelques qualités. » Enfin, forcément, ils vont être un peu plus indulgents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, ils vont peut-être faire l'effort de s'intéresser à un genre de jeu que, normalement, ils n'aiment pas.
mais comme il y a un jeu réputé de ce style qui sort sur leur machine, ils vont y jouer. À l'inverse, quand il y a un jeu d'un genre qu'ils adorent qui sort chez la concurrence, ils vont dire ouais, mais il est pas si bien que ça. En fait, il paraît qu'il y a des trucs. Enfin bon, voilà, ils vont chercher. Et en fait, il y a pareil pour le catch. Alors, pour le catch, c'est moins financier, mais un peu quand même, surtout maintenant avec tous les systèmes d'abonnement. Mais c'est surtout une question de temps. On n'a pas le temps de regarder toutes les promotions. Moi, le premier. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des a priori positifs sur les promotions qu'on suit et négatifs sur celles qu'on suit pas. Donc, quand il y a un catcheur qu'on n'aimait pas forcément, mais qui arrive chez nous, entre guillemets, on va dire ah ouais, finalement tout d'un coup on va le découvrir, on va se rendre compte qu'il était pas si mal. Moi je sais que j'ai eu un a priori très négatif sur comment elle s'appelle, Kylie Ray quand je l'ai vue à la EW. Son personnage est un peu horripilant, mais en fin de compte quand elle est arrivée à Impact, je me suis rendu compte que par contre c'est quand même une très très bonne catcheuse, ce que j'aurais peut-être pu voir à Dynamite si j'avais vu un peu plus. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas pu s'illustrer des masses. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi le même rapport qu'on a avec Marvel et DC Comics, ou c'est complètement différent? Probablement. Je pense que c'est un peu toujours le même truc. Et c'est vrai que moi, en tant que fan d'Impact, c'est sûr que même les catcheurs que j'aime bien, quand ils arrivent à la concurrence, j'ai commencé à moins m'intéresser à eux, c'est évident. Mais je dis ça aussi parce que beaucoup de gens peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé Impact pour la première fois parce qu'il y avait Kenny Omega. Ouais. C'est sûr qu'ils vont pas accrocher tout de suite parce que quand tu connais pas les storylines, quand tu découvres, forcément tu as cet a priori négatif de te dire ouais, mais c'est qui ce mec-là, pourquoi je m'intéresse à ce qu'il fait, voilà. À la nuance près, sans mauvais jeu de mots, vu qu'on en parlera après, que c'est comme le catch est quand même beaucoup plus globalisé aujourd'hui et on peut se retrouver à connaître des Kenny Omega ou des voilà. Kota Ibushi et Will Ospreay par des mèmes par exemple. Donc, mais par contre. Voilà. Moi, j'estime que j'ai le droit de critiquer la EW parce que j'ai regardé tous les épisodes de Dynamite depuis le début et tous les pay-per-view et je trouve quand même leur booking très très bizarre. Mais oui, c'est un jour, on fera peut-être une émission spéciale avec Michael qui est grandement ton avis. Le truc par rapport à la TNA spécifiquement, et ça recoupe par rapport à ce que tu disais au début, Félix, c'est qu'il y a eu un a priori négatif dès le début sur la TNA. Elle a été un petit peu marquée négativement par le fait que elle s'est construite un peu sur les cendres de la WCW. Alors, c'est un petit peu ce que fait la EW, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de proximité avec Sting et tout ça. Même si la EW, la grosse différence, c'est que je pense qu'ils sont arrivés à un point où, déjà, eux, ils ont le budget pour le faire, mais peut-être que justement, parfois, ce serait peut-être bien qu'ils n'utilisent pas trop leur argent, parce que parfois, ils font un peu des bêtises que faisait pour moi la TNA, c'est-à-dire miser sur des grosses stars, genre Shaquille O'Neal ou Mike Tyson. Je trouve que c'est pas forcément... après, ça marche bien pour les ratings, apparemment, mais c'est vrai que je trouve pas ça forcément très, très intéressant d'un point de vue du catch. Mais c'est vrai qu'il y a eu la WCW, et surtout, et là, ça c'est l'avantage par rapport à la WWE, c'est Vince Russo. Vince Russo, le problème, c'est que partout où il est, c'est quand tout ce qui touche ne devient pas de l'or, c'est le contraire. Et pourtant, même à l'époque où il était à la TNA, il y a eu quand même des choses intéressantes en termes de booking, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais parce que Vince Russo était là, et parce que Vince Russo était détesté par tout le monde, et notamment par Dave Meltzer, qui est le journaliste numéro 1, et que tout le monde suit un petit peu son avis, parce qu'il y a un peu que lui qui donne son avis finalement. Enfin, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'il est quand même... c'est un peu la source journalistique, donc tous les journaleux piquent ces news, donc forcément... on vous renvoie d'ailleurs sur ce que vous dit Guillaume sur notre émission sur journalisme dans le catch avec Sabrine et Félix, justement, donc on en parlait un petit peu. Ouais. Et oui, donc il y a ce comportement de suiveur, comme tu disais. Et donc, forcément, à partir du moment où, tant que Vince Russo était là, et j'ai envie de dire, finalement, Impact a commencé à être bien vu vraiment depuis à peu près 2007, en fait, depuis la nouvelle, voire même après l'ère peut-être purement canadienne, après que Jeff Jarrett soit parti, que tout a été repris par Scott D'Amore et Don Callis, parce que voilà, il n'y avait clairement plus Vince Russo depuis plusieurs années, il n'y avait plus non plus Dixie Carter qui était très décrié, et je pense que ça a permis aux gens de la revoir, mais je vois encore très souvent sur les commentaires, sur les forums, etc., des gens qui ont un a priori extrêmement négatif de l'Impact alors qu'ils ont absolument jamais regardé un seul épisode. Oui, mais comme ils ont entendu dire que c'est pas bien... C'est ça. Il y a l'effet d'annonce, ouais, mais on y reviendra potentiellement pour pas trop perdre effectivement dans la chronologie, même si elle est condensée. Donc on était dans les années 2000 avec ce résumé qui est quand même nécessaire sur le rapport, je dirais,
passionné fanboyisme, comme tu disais, Guillaume, moi-même, hein, j'ai été pris par ce travers-là, hein, d'être un peu dans un rapport très sale gosse avec la TNA Impact, effectivement, d'un petit peu cracher dessus sans forcément m'y plonger davantage, hein, je le confesse sans aucun souci. Donc 2010, comme tu nous disais, Félix, Jarrett est dégagé, Dixie Carter engage Hulk Hogan et Eric Bischoff, donc valeur sûre. On vire le ring à 6 côtés et tentative donc de réplique du Monday Night Wars, qui nous amène à 2011-2014. Donc oui, 2011-2014. Donc là pour moi c'est la période un peu la grosse période. Autant 2005-2009 c'est vraiment la montée en popularité de la TNA, autant 2011-2014 il y a vraiment des gros changements à l'appel. Déjà il y a vraiment des hauts et des bas. Donc les hauts c'est vraiment ils ont des gros shows, ils arrivent enfin, parce que TNA Impact c'était dans un studio à Orlando, dans les studios Universal, donc c'était jamais plus de 900 ou 1000 fans par show, et en général ils venaient pas payer leur billet quoi. C'était souvent des visiteurs, soit des fans passionnés très très connaisseurs, soit c'était des visiteurs de Universal quoi. Donc ça fonctionnait en mode package, tu pouvais avoir ton entrée et l'accès. Ouais, c'était un petit peu ça. Et en 2011-2014, ils arrivent à avoir des gros shows à l'extérieur de ce complexe-là, notamment Slammiversary 10, donc le show 10e anniversaire de la promotion en 2012, donc qui est tenu au Texas. Et vraiment là, il y a plusieurs milliers de fans. Donc même si c'est pas les 14 000, 16 000 fans de la EW de Dynamite à ses débuts, c'était quand même impressionnant à l'époque, parce que ces chiffres-là, ils n'avaient pas été vus depuis la WCW et la ECW. Il y a aussi toute leur tournée au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, parce qu'il faut rappeler que la WWE elle a jamais été très très exposée au Royaume-Uni. Elle a toujours eu une présence télévisée. Mais Impact par exemple, la TNA, elle avait un meilleur deal avec une meilleure chaîne, avec une chaîne plus vue entre guillemets. Donc techniquement au Royaume-Uni c'était la TNA qui était la plus vue des deux. Et c'est le cas par exemple avec la EW aujourd'hui, qui est sur l'équivalent de TF1. Donc là-bas ils ont réussi à faire des gros shows, les audiences vraiment piquent. Il y a un pic fin 2011 à 2 millions de téléspectateurs aux États-Unis sur Spike TV. C'est des chiffres qu'on retrouve même plus à WWE Raw, parce que cette semaine ou la semaine dernière Raw a fait 1,5 million, donc c'est dire. À l'époque ils en faisaient 3 ou 4. Ils arrivent à fonder une promotion filiale qui s'appelle Ring-Ka King en Inde, encore une fois parce que la TNA était mieux distribuée en Inde que la WWE. Donc ça c'était encore avant les projets de NXT UK par exemple. Voilà. Mais finalement tous ces gros projets, et puis la signature de Hulk Hogan et d'autres grosses stars, et les contrats qui gonflent et tout ça, et les dettes qui s'accumulent, ça fait que le fric commence sérieusement à manquer. Et donc ça entraîne beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de stars qui partent, les audiences baissent, et puis Spike TV a plus trop envie de garder TNA Impact, surtout qu'il y a un problème justement avec Vince Russo, qui avait été engagé en secret par Dixie Carter, et Spike TV avait demandé à ce que ce mec-là soit plus au programme, parce qu'il était mal vu, parce que sa réputation auprès des fans était désastreuse. Et quand ils ont appris qu'il était dans leur équipe, encore là, c'était la goutte d'eau un petit peu quoi. C'est un consultant de l'ombre en fait. Exactement. Et donc là c'est vraiment la décadence totale pour la TNA, parce qu'ils perdent leur chaîne de télévision, leur source de revenus principale en fait. Parce qu'ils avaient des pay-per-view, mais jamais à la hauteur financière. Voilà, tu parlais de TNA Genesis, Samoa Joe, Kurt Angle, je crois que c'est leur record, et c'était en 2006, et c'était moitié moins que ce que fait la EW aujourd'hui avec ses pay-per-view quoi. Voilà, donc on arrive 2015-2016. Elle a réussi à avoir une autre chaîne de télé, mais pas du tout de l'ampleur de Spike TV, qui s'appelle Destination America. Puis après, l'année d'après, elle repasse sur une autre chaîne qui s'appelle Pop TV. Donc à chaque fois qu'on change de chaîne, c'est difficile pour garder les téléspectateurs. Et puis garder aussi l'argent. Par contre, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils se donnaient vraiment à fond, ce qui n'était pas évident, parce qu'ils avaient évidemment donc perdu plein de grosses stars comme AJ Styles, Samoa Joe, etc., des stars vraiment historiques. Et je me souviens, alors je ne sais plus si c'était à la fin de Destination America ou de Pop TV,
Mais je me rappelle, par exemple, ils avaient fait dans leurs dernières émissions, ils s'étaient lâchés. C'était là quand Dixie Carter avait traversé une table. En fait, Bully Ray lui avait fait traverser une table C'était Destination America. pour faire plaisir aux fans. Ouais. Et je me souviens aussi qu'ils avaient fait pas mal de matchs en équipe avec les Wolves, avec donc Davey Richards et Eddie Edwards. Oui, il y avait des super programmes. Avec les Hardy Boys et avec la team 3D, mais des matchs d'une qualité mais absolument démentielle, quoi. Et tu sentais qu'il y avait vraiment un peu l'énergie du désespoir. Parfois, c'est vrai parce qu'on se dit s'il faut qu'ils aient l'impression de crever pour faire des grands matchs, évidemment, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est sûr que c'était une période compliquée. Oui. Et non, mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y avait vraiment quand même du bon catch, mine de rien, même si les problèmes administratifs s'accumulaient. Par exemple, il y avait aussi les problèmes de gouvernance, c'est-à-dire que là, Dixie Carter, elle a besoin d'argent parce que Panda Energy ne veut plus financer, ils en ont marre, ils n'ont pas de retour sur investissement. Donc elle fait appel à un fan de catch historique qui est Billy Corgan, qu'on a déjà cité tout à l'heure, tout à fait. qui vient financer et booker la TNA. Finalement, il y a une entité une entité médiatique qui s'appelle Anthem Sports, qui est canadienne, qui s'insère aussi dedans et qui essaye de financer et de racheter la TNA. Donc, Billy Corgan s'en écarte, un peu forcé. Il y a des problèmes financiers avec Dixie Carter, des manipulations, il y a des procès, etc. Il va finir par avoir un espèce de dédommagement qui va pouvoir lui permettre de racheter la NWA derrière, en fait. Et donc Anthem Sport va finir par devenir un peu le propriétaire numéro 1. Et pendant tout ce temps, il y a des stars comme EC3 qui débarquent. Il y a toujours Kurt Angle, il y a Eric Young aussi qui est champion. Et puis il y a la naissance du personnage de Broken Matt Hardy, qui est quand même... c'est un des trucs que la TNA a réussi, c'est-à-dire qu'elle donnait assez de liberté à ses catcheurs. Alors des fois à défaut, parce qu'il y avait des stars, des vieilles stars comme Hulk Hogan et tout ça qui s'en servaient pour un peu faire de la merde. Faire de la merde et puis mettre en avant que eux et pas les jeunes talents. Mais il y a aussi des bonnes choses comme Broken Matt Hardy, c'était original en tout cas. Et puis, ça a surtout fait école en fait. C'est vrai que les cinématiques match, maintenant c'est un peu dans le. Oui, à l'époque c'était révolutionnaire quoi. Ouais. Tu lâches un mot et je parlais tout à l'heure. Alors là, quand même, pour recontextualiser très rapidement par rapport à ce que vient de vous dire Félix et pas lui prendre plus de la parole, on est à une dizaine d'années de financement, donc vous pouvez comprendre l'usure effectivement du côté des investisseurs, même si c'est de la famille et tout ça de Dixie Carter. Donc c'est pas étonnant. Plus les gestions assez comment dire catastrophiques et surtout ce côté un petit peu, je le répète, dans ce qu'on vous récapitule tout à l'heure, le rapport assez ingrat que certains, moi compris, je le disais tout à l'heure, mais peut-être d'autres, le rapport ingrat qu'on avait vis-à-vis de la TNA Impact. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, Guillaume vient de le souligner avec le run de Broken Matt Hardy qui ont créé des précédents, quoi, et qu'on retrouvera, on y viendra un petit peu plus tard. Et ce qui nous amène donc à 2017, si je ne m'abuse. 2017, c'est un peu l'année qui va amener à la nouvelle ère actuelle, c'est-à-dire que Anthem, donc mené par un certain Ed Norholm, devient vraiment propriétaire à 95% de la TNA. Il y a toujours 5% qui appartiennent à Dixie Carter, faut pas l'oublier. Hein. C'est ouf ça. Et la TNA devient officiellement Impact Wrestling, donc c'était le nom qu'avait pris l'émission en 2011-2012, mais maintenant c'est le nom de la promotion. Alors pour info, le Impact Wrestling, c'est quand même sous l'impulsion à la base de Hulk Hogan. Eric Bischoff, parce que quand ils sont arrivés, ça c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est un peu l'autre marque négative avec Vince Russo, c'est que TNA en anglais c'est les abréviations de T&A, Tits and Ass, qui est évidemment très sexiste, et ça a toujours donné un côté, forcément, j'ai envie de me regarder des paires de seins et des culs, tu vois, si tu dis ça, en anglais ça passe mal. Donc c'est vrai que en fait le TNA est resté vachement sur les noms notamment au-dessus des pay-per-view pour les titres. Mais en fait, Eric Bischoff et Hulk Hogan commencent dès début 2010 à parler de Impact Wrestling. C'est vraiment eux qui essaient de poser ce terme-là. Mais effectivement, après, ça deviendra de manière définitive le nom de la compagnie en 2017, avec en plus la fusion. Alors, c'est là où c'est
Ah bah oui, c'est là où le j'allais reboot revenir. s'est fait en 2 temps. Voilà. Ouais, assez calamiteux. D'ailleurs, il y a une rétrospective que m'a donné Félix pour préparer où c'est hilarant, mais de manière nerveuse, hein, parce que quand t'es fan à l'époque, tu t'arraches les cheveux Ah oui, avec oui. des espèces de limite de stickers métalliques collés sur les ceintures, les titres des champions, où on voit encore effectivement Oui. le logo de la GFW, enfin de la Global Force. Enfin bref, Eh ben voilà, c'est tu ouais, l'as dit ouais. parce qu'en l'espace de quelques mois, Jeff Jarrett revient un peu dans le tableau et lui, il a déjà refondé une autre promotion qui s'appelle Global Force Wrestling, qui avait beaucoup d'ambition à l'époque, qui voulait être un peu l'AEW avant l'AEW, Mm. qui faisait des collaborations avec la New Japan. C'est eux qui ont amené la New Japan Avec la ROH. de nouveau sur le terrain aux États-Unis avec Wrestle Kingdom 9. Donc c'était quand même assez important. Et C'est pas eux qui ont permis les rapprochements avec la ROH, non, rien à voir? je ne crois pas. Je crois que la D'accord, ROH, elle s'est insérée plus tard quand justement la New Japan a laissé tomber d'accord. la Global Force. Et Ouais. donc, il convient d'une fusion avec Impact Wrestling. Sauf qu'il y a beaucoup de problèmes avec Jeff Jarrett. Il est de plus en plus alcoolique en fait. Donc, il est gênant. Il passe des contrats chelous avec des sponsors frauduleux, etc. Donc, il est même dégagé de sa propre promotion et finalement. Anthem, donc les nouveaux propriétaires de Impact Wrestling le dégagent aussi. Ouais. Et donc finalement ça arrive à 2018 qui est un peu le point de départ de ce qu'on a aujourd'hui. C'est Anthem, ce seul propriétaire canadien engage Don Callis et Scott D'Amore. Donc Don Callis c'était un ancien catcheur et puis il a été commentateur, etc. Il a incarné des personnages notamment à la ECW, c'était Cyrus the Virus. Et puis Scott Et D'Amore. il a été au tout début de la TNA, puisque c'est lui qui a inventé le match X Division, comment on appelle ça, le Ultimate X. Ultimate X, pardon, voilà. Et puis il y a Scott D'Amore qui était un manager au tout début de la TNA aussi, qui était le manager d'une faction qui s'appelait Team Canada. Donc il y avait Eric Young, il y avait Bobby Roode, ce genre de Ouais. catcheurs là. Et donc eux reviennent pour booker comme il faut Impact Wrestling. Et là ils retrouvent un bon groove avec les Lucha Bros, avec Santana et Ortiz, avec Brian Ouais. Cage, avec Johnny Impact, Avec la EW, quoi. avec la EW d'aujourd'hui, avec Austin Harris quand même, qui lui n'est plus Ouais. la EW, parce qu'il a quitté le monde du catch. Et puis le dernier vraiment, le dernier point d'orgue à cette longue histoire de la TNA, parce que pendant plusieurs années on pensait qu'elle allait mourir bien avant tout ça. Et en octobre 2019, Anthem rachète la chaîne Access TV, qui était le diffuseur américain notamment de la Ring of Honor il y a très longtemps, et puis plus récemment de la New Japan Pro Wrestling. Et en fait reprend un peu la position de la New Japan sur cette Credo, ouais, chaîne. ouais. Et donc finalement ça garantit un peu son avenir, parce que non seulement ils ont un propriétaire médiatique assez fort, certes au Canada, plus aux États-Unis, mais en Et plus stable. ils ont une chaîne de télévision à eux, donc ils pourront jamais être dégagés. Voilà. C'est ça. Et ce qui est petite ref pour Cyrus de Virus, je vérifiais entre-temps, hein, donc c'est inspiré d'un film pour les cinéphiles ou les plus anciens d'entre nous, qui était Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage et le personnage de Malkovich qui jouait effectivement le personnage de Cyrus de Virus. Voilà, c'est la petite ref cinéphile, ça mange pas de pain. Voilà pour cette rétrospective, en tout cas chronologique, hein, évidemment, on est loin d'avoir fini l'émission, même si on va quand même donner du rythme. Ce qui nous amène donc à deux parties, encore des morceaux de choix, si je peux dire, de Plat l'émission. de résistance. Plat de résistance. Tout ce qui donc, d'une partie, dans un premier temps, allait, et encore aujourd'hui va plutôt mal du côté de la TNA, donc c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu foireux, un petit peu avec une béquille, un petit peu voilà, et tout ce qu'il faudra retenir un petit peu de TNA Impact. On va commencer donc par, comme on l'a dit au début, hein, le rapport un peu ingrat à cette fédération TNA Impact avec ce qui allait à l'époque et encore aujourd'hui va mal avec la TNA Impact, avec quelques points pour chacun d'entre nous, et puis ensuite on continuera avec ce qui va aller et va plutôt bien en ce moment. Je vous laisse la parole, messieurs. Est-ce que
tu voulais commencer Félix, est-ce qu'on donne la parole à... Ah non, plutôt Guillaume, moi j'ai assez déblatéré. Allez, bah écoute, Guillaume, Alors, tapis rouge. par contre, vous voulez commencer par les points négatifs du coup? Ce qui allait mal et ce qui va mal encore aujourd'hui. Alors, je vais devoir un peu inverser l'ordre parce que moi je faisais une transition entre ce qui allait bien et ce qui allait mal, du coup. Donc là, du coup, je vais devoir inverser ma transition. D'accord. Bah écoute. Non, mais il y a pas de souci. Après, on peut peut-être dire chacun un truc à tout le rôle, si vous voulez. Ouais. Alors moi, je vais commencer. Le truc qui m'a toujours gêné à Impact, ça pour le coup, c'était un problème avant et c'est toujours le cas maintenant. Je le disais d'ailleurs dans mon article, c'est la longueur des matchs. Je pense que un des gros problèmes de Impact Wrestling, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à faire des matchs aussi épiques qu'on peut avoir à la New Japan ou à l'AEW de temps en temps, parce qu'ils ne dépassent jamais des sacro-saints de 20 minutes, quoi. Et encore, c'est plutôt le quart d'heure. Pendant très longtemps, leur main event, c'était le quart d'heure. On salue Jérôme et son amour de la Stardom. Alors, qu'on le veuille ou non, évidemment, bien sûr, il faut que les catcheurs soient bons pour tenir un match de une demi-heure, 40 minutes, etc. Mais néanmoins, c'est très difficile de faire un match épique où il y a plein de near falls, etc. et de gros retournements quand le match dure une dizaine de minutes, quoi. Et je pense que c'est malgré tout ce qui... Je pense continue encore de les handicaper, même si parfois de temps en temps, justement ces derniers temps, ils ont essayé parfois de laisser un peu plus de temps au main event, mais je trouve qu'il y a encore du progrès à faire à ce niveau-là. Oui. Alors moi je vais aller assez vite parce que ça a été bien récapitulé par Félix avant de vous redonner la parole à tous les deux. Ces deux points qui ont été un petit peu d'ailleurs suggérés par Félix, c'est la mauvaise gestion globale que j'ai appris à connaître vraiment en détail en réalisant cette émission, parce que c'est assez fou en fait quand on regarde l'histoire, ça pourrait presque faire un film ou un bon documentaire, très sincèrement, sans exagérer, avec une bonne réal. Il y a du truc, on est à la limite de l'espionnage industriel, quand Dixie Carter a encore des liens avec Rousseau, et que finalement on apprend que Rousseau est encore en lien parce qu'il a envoyé un mail, apparemment dirait l'histoire, un mauvais destinataire, qui faisait partie du Wrestling Observer. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Enfin, c'est assez dingue. Et le deuxième truc qui me renvoie aussi à ma prime jeunesse, c'est le fait que il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a jamais eu, jusqu'à la stabilisation avec Impact, d'identité stable. Ce qui a toujours été problématique pour moi, TNA, c'était un petit peu le truc en termes de branding, de marque, la WWF puis WWE qui a réalisé correctement sa transition. Plus tard, pour moi, la NJPW, même des fédérations entre guillemets à mes yeux un peu plus moindres, parce que j'avais pas encore l'accès, les connaissances au niveau d'internet pour voir les matchs comme la ROH. C'était des trucs installés, mais la TNA, ça a toujours été ce truc un peu comme ça, volatile. Alors on s'imagine quand on est jeune et que déjà la dimension de concentration ou d'investissement n'est pas aussi poussée que quand on est un petit peu plus âgé, et voilà, simplement quand on est un consommateur qui va picorer, qui va pas être comme nous avec la passion du catch jusqu'au bout des ongles, c'est ce qui a un petit peu été ce qui allait et va mal dans une moindre mesure pour la TNA Impact. Voilà, pour moi en tout cas, vraiment mon ressenti par rapport à cette fédération. Moi, le plus gros souci, en dehors de ce que vous avez déjà dit, parce que pour moi, l'identité trop fluctuante, c'était un vrai problème pendant des années. Ça a toujours été un gros débat auprès des fans de la TNA et des anti-TNA, etc. C'était aussi son côté précurseur. Il y a du bon, mais il y a surtout du mauvais dans le côté précurseur de la TNA. Je m'explique, parce que, notamment pour la signature de vieilles stars et sur la capitalisation de vieilles stars, en pensant qu'ils allaient amener une fanbase et qu'ils allaient amener un prestige à l'émission, alors qu'ils étaient pas motivés, qu'ils étaient trop vieux pour aller se frotter à des AJ Styles ou des talents de cet acabit-là. Ça devenait vraiment désespérant, parce qu'on se disait toujours c'est une bonne idée, ou alors à l'inverse, mais non, pourquoi tu fais ça? C'est la 5e, 6e fois que tu fais la même erreur en fait, quoi. Ou même faire appel à soi-disant des sportifs très connus comme Pac-Man Jones, vieille histoire, vieille histoire qu'il faut pas remuer, mais qui avait agressé des stripteaseuses, etc. Donc en plus le gars se trimballait des casseroles à l'appel, et la TNA avait déroulé le tapis rouge pour lui. Ouais. Le gros problème, c'est qu'à cause des assurances, il n'avait pas le droit de
de se blesser, il n'avait pas le droit d'être très impliqué dans les matchs, donc de toute façon... Donc pourquoi lui donner de l'attention et de l'argent, quoi. C'est ça qui est dommage aussi. Et il y avait donc l'autre côté... Parce que ça, on le voit maintenant à la WWE, notamment, bon, peut-être aussi à la AEW d'une certaine façon, mais elle est assez jeune, donc on n'a pas trop de recul. Mais la WWE, à cette époque-là, elle le faisait pas encore, elle n'avait pas encore cet écueil-là. Au contraire, elle essayait de mettre en avant les Batista, les John Cena, les Rey Mysterio, les Edge, les Randy Orton, alors qu'aujourd'hui, ils n'hésitent pas à privilégier un Goldberg, à faire revenir encore une fois un Undertaker, on espère que ça va vraiment se finir cette année, etc. Donc, mine de rien, les anti-TNA de l'époque, ils s'attendaient pas à ce que la WWE fasse les mêmes erreurs, quoi. Bon, peut-être avec des résultats différents au niveau financier, mais... Enfin bref, et il y avait un autre côté précurseur, c'était par exemple le fait, là ça va dans le sens de l'identité trop fluctuante, c'est toujours de lancer des trucs au mur, de voir si ça colle et de pas essayer de colmater ou de fixer la chose, quoi. C'est comme par exemple avec Raw cette année qui avait fait Raw Underground, au lieu de l'améliorer ou peut-être de le revoir ou d'en faire quelque chose de vraiment pertinent, ils l'ont lâché très très vite. La TNA, ils ont fait un petit peu ça avec Gutcheck par exemple, qui était une espèce de tough enough de télécrochet de catch qu'ils ont essayé pendant plusieurs mois et qui finalement ils ont laissé tomber. Tout ça c'était frustrant parce que ça prenait du temps sur autre chose et en même temps nous en tant que fans de la TNA on voulait fidèle, voir ce que ça... fidèle, loyaux, on essayait de voir si ça allait marcher. Et tout ça c'était problématique parce que ça mettait pas en avant tout ce qui était bien avec la TNA. C'est vraiment, je pense, qui ressort le plus, on y reviendra éventuellement en conclusion, en ouverture de l'émission, mais c'est cette dimension, cette instabilité, je dirais, globale. On vous invite, hein, on l'a déjà dit, Guillaume l'a dit un peu plus tôt, mais on vous mettra le lien de son article qui est une très bonne synthèse en 10 points sur Split Diopter, donc des 10 raisons pour lesquelles il préfère la TNA, et il y a pas mal de points où on le rejoint et qui rejoignent ce qu'on est en train de dire présentement. Ce qui nous amène donc, je l'annonce depuis tout à l'heure, c'est un peu, je pense, un mea culpa conscient et inconscient vis-à-vis de la TNA, plutôt à ce qui fonctionne finalement, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionne. Alors moi, vraiment, j'ai l'impression, dans ce côté ingrat, je pense que c'est un petit peu comme quand on est, je vais prendre une métaphore qui vaut ce qui vaut, mais quand on est gosse, c'est qu'avec nos parents, on nous dit ouais, mais tu m'interdis de faire ça, machin. Il y a ce rapport-là, moi en tout cas, que j'ai eu avec TNA Impact, dans le sens où je ne mesurais pas à l'époque, et en faisant de cette émission, donc c'est pour ça que je suis très redevable à la fois à Félix d'avoir soutenu et à Guillaume d'être revenu pour l'occasion, et on espère pour plein d'autres, c'est que ils ont essuyé les plâtres en fait de plein de trucs, la TNA Impact, et vraiment on le disait à moitié à la blague. En réétudiant tout année par année, point par point, je me dis mais bon sang, mais c'est vraiment la EW avant l'heure, quoi. Il y a vraiment, franchement, je vous invite à aller voir même sous format récap, hein, pas besoin d'avoir une étude aussi poussée, ce qu'on a fait pour l'émission. C'est assez impressionnant. Je m'en tiens à ça. La grande question, c'est est-ce que la TNA est l'AEW avant l'heure ou est-ce que l'AEW est la TNA après l'heure? C'est une bonne question. Voilà, je vous donne 3 heures. Je dirais peut-être plus, je pencherais peut-être plus pour la deuxième, c'est marrant. Moi j'aurais pensé penché pour la première au départ. Et depuis que Sting est là, il y a un parfum de TNA qui est inévitable, je trouve, pour moi, surtout que moi Sting je l'ai découvert à la TNA et je suis devenu fan de Sting avec la TNA. Mais pas que ça, hein, même le catch féminin aussi, enfin on y reviendra après. Oui, on n'a pas parlé de ça, c'est vrai. En fait, je crois que je sais prévu aussi. Non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait, pour moi, la EW, enfin bon, c'est comme une grosse parenthèse, mais c'est un peu une TNA friquée en fait, qui a les moyens, et c'est un peu dangereux, c'est à double tranchant, parce qu'ils ont les moyens de faire des trucs bien, mais quand on a de l'argent, on peut parfois justement refaire des conneries, comme je disais tout à l'heure, inviter des stars qui sont pas forcément très utiles. Et, oui, c'est vrai. Bon, j'espère qu'ils vont pas trop déconner. Alors moi, en fait, j'avais d'autres points négatifs, mais je vais faire transition avec les points positifs. Un des points négatifs en fait d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont abandonné justement certains trucs qui faisaient l'identité de la TNA. Alors il y a bien sûr le ring à 6 côtés, ça on en a déjà parlé. À la limite, bon, je peux vivre avec. Un truc
dont je parle dans mon article, que je trouve vraiment dommage qu'ils aient supprimé, c'est qu'autrefois, jusqu'à, je crois, 2007, à la TNA, on ne pouvait pas, quand on se faisait disqualifier dans un match, le champion, s'il se faisait disqualifier dans un match pour le titre, il perdait son titre. Et en fait, ils ont supprimé ça parce que ça embrouillait trop les gens, parce que les gens étaient habitués évidemment à la règle inverse qui est utilisée partout ailleurs, ce que je peux comprendre, mais en même temps, je trouve ça tellement con, le fait qu'un heel puisse garder son titre en se faisant disqualifier, on se demande pourquoi il ne le fait pas dès le début du match. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas gardé, qu'ils aient pas tenu en tout cas sur cette règle-là. Ouais. Et l'autre point négatif qui va me faire une transition avec les points positifs, c'est au niveau de la mise en scène et notamment des séquences backstage. Oui. Moi, j'avoue que je suis pas très fan des cinématiques match, honnêtement. Surtout les premiers, je trouve que c'était pas très bien filmé, on comprenait pas trop ce qui se passait. Et tu fais référence auxquels, ceux qui ont popé à la WWE. Maintenant, oui, et maintenant à Impact, ils en font beaucoup. J'ai l'impression que c'est sous l'influence de Jimmy Jacobs, ancien de la Ring of Honor, qui a été scripteur à la WWE et qu'ils ont récupéré Impact une fois qu'il s'est fait virer. Parce que Jimmy Jacobs, j'ai su que c'était lui qui avait un peu préparé tous les espèces de matchs un peu horrifiques avec Rosemary et tout ça. Oui. Et en ce moment, ça qu'ils font beaucoup de trucs. La Wrestle House, l'espèce de maison du catch, c'était complètement second degré. Au moins, c'était vraiment de côté, donc à la limite, c'est un à côté un peu débile, à la limite, pourquoi pas. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on retrouve, moi, ce que je déteste à WWE, c'est des séquences backstage où il faut faire comme si la caméra n'existait pas, comme si c'était un film, quoi. Et je trouve ça débile. Et d'ailleurs, je sais que c'est un truc qui gêne aussi Tony Khan à la WWE, lui, il veut pas du tout de ça. Faire des gens qui se confient des secrets et genre tu dis mais t'es con ou t'es filmé, tout le monde le voit, quoi. Et ça, c'est un des rares bons points de l'époque Hogan, c'est que Hogan et Bischoff avaient mis en place justement des séquences backstage beaucoup plus réalistes, qui ont fait d'ailleurs pas mal école, qui étaient filmées un petit peu en planqué, en caméra cachée, avec parfois les catcheurs qui refermaient leurs portes quand ils voyaient qu'ils étaient filmés, etc. Et je trouvais que c'était vraiment un truc très bien, et c'est dommage qu'il ne le fasse plus. Tu fais vraiment bien de le souligner, parce que moi c'est un des détails que je garde toujours en tête et que j'essaie toujours de rappeler, parce que c'est un des petits trucs. On pense souvent au ring à 6 côtés, à la X-Division, au tag team qui était super aussi à la TNA, mais on pense pas à ce genre de petits détails de présentation, etc., qui étaient vraiment précurseurs, quoi, encore une fois. Et sur les points positifs, alors je vais finir par les fans parce que ça va peut-être faire transition avec vous. Ah oui, non, c'est parfait, parce que j'allais penser sur la Shimmer, par exemple. Je trouve qu'en tout cas, le booking actuel, depuis le nouveau régime, est vraiment bien. Et surtout, ça par contre, c'est de tout temps, on va dire, c'est clair, on en a déjà parlé, mais il y avait beaucoup moins de hiérarchie qu'à WWE entre les catcheurs. C'est-à-dire qu'on part pas du principe qu'un petit catcheur peut pas battre un gros catcheur. Il y a pas ce plafond de verre. Ça a été vachement marqué par la fameuse Option C là, qui a été inventée par Austin Aries. Oui. Parce que son premier run n'était pas terrible, il avait essayé de se réinventer clairement, un petit peu à la Austin Starr. Comment il s'appelle, Austin Starr, mais c'était inspiré par le vieux catcheur là. Jesse Ventura. Jesse Ventura, voilà. Mais son deuxième run, par contre, il a été absolument excellent et il est devenu main eventer sans problème. Et depuis, il y a d'autres catcheurs qui ont fait la transition, que ce soit Eddie Edwards, etc. Et c'est vrai que ça à la WWE, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, il faut vachement parler d'inclusivité. Parce que à la WWE, c'était quasiment une révolution quand Kofi Kingston est devenu champion. Faut quand même rappeler que avant que Bobby Lashley soit impliqué dans des storylines passionnantes avec Lana à la WWE, ça a été un champion ultra dominant pendant des années à Impact. Et alors ceux qui ont la curiosité de regarder Impact avec Kenny Omega, dans cet épisode-là, le main event, c'était quand même Rich Swann, l'actuel champion, en équipe avec son pote Willie Mack, contre Moose, qui est le champion de la TNA. Alors c'est un peu particulier, mais en fait, il faut savoir, ça je le dis pour peut-être les gens qui ne le savent pas, mais en fait, il faut savoir qu'il devait faire un show spécial TNA un peu nostalgique au moment de WrestleMania, qui a été annulé à cause de la pandémie. Et du coup, normalement, pendant ce match, ils devaient ressortir leur fameux King of the Mountain match, leur match très compliqué, sur lequel ils font beaucoup de dérision. Un match de l'échelle un peu inversé. Et en fait, alors bon, ça a des bons côtés, parce que ce match, il devait être l'arbitre devait être Chris Sabin, et au final, les Motor Machine Guns sont revenus carrément catcheurs, donc c'est beaucoup mieux.
Mais ce match, en fait, devait être gagné par Moose, et à cette occasion-là, il devait gagner le titre de la TNA. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il devait un peu le faire ressortir. Et lui, donc, il était en équipe avec Chris Bay, qui est un petit peu la star montante. D'ailleurs, c'est très marrant parce que le jour où ils annonçaient qu'ils avaient recruté Chris Bay, ce jour-là, Cody Rhodes a dit sur Twitter que Chris Bay faisait partie des gens qui surveillaient beaucoup, donc un petit peu sympa de récupérer ça. Et je veux dire, voilà, en tout cas, c'est un main event 100% afro-américain, ce qu'on risque pas de voir à la WWE. Oui, et puis en plus, là c'était un show de TV, mais Chris Bay et Rich Swann ont été dans le main event d'un pay-per-view qui s'appelait Final Resolution. Enfin, c'était pas un pay-per-view, c'était un show à Impact Plus, quoi. Oui, c'est un special event. Un show payant, on va dire. Et c'était une première, me semble-t-il, depuis 2001, SummerSlam 2001, avec The Rock et Booker T, d'avoir 2 catcheurs noirs dans le main event, quoi, dans le dernier match de la soirée, quoi. Oui, donc pour ceux qui diraient que c'est neuf, avec notamment le Hurt Business, ou même avant ça, comme tu disais, avec le sacre de Kofi Kingston, il y en a 1 an ou 2 maintenant, bah voilà, il y a vraiment des précédents. Et tu allais dire, oui, attendez, Félix, je laisse terminer. Mini parenthèse, en plus, au tout début de la TNA, je crois que c'est 2002 en plus. Donc à l'époque c'était le titre de la NWA qui était le titre majeur de la promotion, mais ils l'ont donné à Ron Killings, donc R-Truth, pour ceux qui l'ont vu à la WWE, donc c'était quand même... Alors au moins il est très over à la WWE, mais franchement c'est vrai que ça fait quand même... Moi je trouve que ça fait un peu mal au cœur de le voir faire ces pitreries là, mais bon. Ouais, et je voulais dire aussi sur le booking, mine de rien aussi, pour dire du bien de l'époque Hogan, enfin Bischoff, ça vient pas d'eux, je pense que c'était surtout Dave Lagana, le scénariste de la NWA, même si apparemment il a dû virer parce qu'il a eu des petits problèmes speaking out, hashtag MeToo, ou speaking out, voilà. Mais je trouve que c'était quand même un très bon scénariste, et il a fait un truc que j'ai trouvé assez incroyable. C'était toute la storyline autour des SEs et Nets. Pourtant, ils étaient très critiqués par la presse américaine, et je trouve ça très injuste parce que c'est une des storylines les plus longues de l'histoire du catch. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu parlais de Gutcheck tout à l'heure, mais justement, il y avait le petit blond là qui était le fils d'un catcheur connu, je crois. J'ai oublié son nom, mais qui s'était fait recruter justement lors d'un épisode de Gutcheck. Et c'est intéressant parce que cet épisode de Gutcheck, en fait, il se trouve que l'animateur habituel Al Snow avait été retrouvé assommé dans les coulisses, et donc il avait été remplacé par D'Lo Brown. Et on le savait pas du tout à l'époque, mais il s'avérera que beaucoup plus tard, D'Lo Brown fera partie de ce gang, et qu'en fait, il avait fait exprès de recruter le mec à cette époque-là. Et en fait, enfin, je veux dire, de toute façon, le jour où Bully Ray a révélé le poteau rose, il a re-expliqué pendant tout ce qui s'était passé pendant facilement 2 ans, et je veux dire, par rapport à Don Callis qui dit que le fait qu'il soit arrivé à Impact, c'était prévu dès le début par rapport à l'histoire de... Ça, on y croit à moitié. Mais là, par contre, ils ont bâti le storyline sur une durée que je trouve... Surtout dans le catch. Le problème dans le catch, c'est que les storylines sont rarement de longue durée parce que y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui se barrent, et donc ça, quand tu disais que voilà, parfois ils lancent des trucs et qu'ils s'y tiennent pas, c'est pas toujours facile en fait de s'y tenir dans le catch à cause de ça. Et puis donc, le dernier gros point positif, c'est évidemment la gestion des femmes, donc on appelle les knockouts à Impact. Et même s'il faut quand même dire qu'au tout début, quand ça a été lancé en 2007, le niveau, honnêtement, moi qui suivais Shimmer en même temps, le niveau était pas si bon. Mais c'est vrai que ça a été quand même tout de suite salué parce qu'en comparaison avec ce que faisait WWE à l'époque avec les divas, c'était quand même largement meilleur. C'est sûr. Honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, le meilleur catch féminin de ce que je suis... Alors bon, je vais essayer de me remettre à Shimmer parce qu'ils ont enfin sorti leur DVD, mais... Oui, leur DVD ont plus de 4 ans de retard en fait sur le. Voilà, c'est ça. Leur chose, je crois que tu nous le disais d'ailleurs sur tes premières participations, mais c'est pour info. Voilà, il y a des décalages phénoménaux pour si vous voulez arriver à voir les vidéos de la Shimmer. Ouais. Mais c'est vrai que même si je trouve qu'actuellement le meilleur catch féminin c'est surtout NXT, mais parce qu'ils ont recruté massivement et qu'ils ont recruté des gens vraiment très très bien, dont certains ont failli arriver à Impact et voilà. Mais c'est la vie. Mais je trouve que le booking des femmes Impact ces dernières années est vraiment très très bon, surtout compte tenu de leur faible roster. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une époque. Là, ça s'est un peu amélioré. Mais il y a encore quelques temps, ils n'avaient que Taya Valkyrie, Jordynne Grace, Su Yung et Rosemary. Et avec ça, ils arrivaient à faire des storylines vraiment fortes et à donner vraiment de la valeur. Et puis, oui, Tessa Blanchard, j'ai failli l'oublier. Bah oui, j'y reviendrai après. Et c'est vrai que voilà, ça. Et c'est vrai, quand je voyais au même moment la UW, où
ça m'a énervé encore récemment parce que je voyais une news sur le recrutement, je crois, de Ulysse. Et il disait oui, la W était beaucoup critiquée sur le côté féminin, mais ils ont bien écouté et du coup ils ont recruté encore des gens. Mais le problème de la W, c'est pas le recrutement. Ils ont recruté plein de gens. Ils ont recruté Rio, ils ont recruté même Awesome Kong, rappelez-vous, ils ont Aja Kong, rappelez-vous. Oui. Le problème, c'est qu'ils recrutent plein de gens. Et alors en fait, j'ai compris qu'en fait il faut regarder Dark en fait pour voir tous les gens qu'on voit jamais Dynamite. Mais quand on regarde que Dynamite, parfois on a l'impression, enfin moi pendant l'impression, j'avais l'impression que c'était Britt Baker qui catchait chaque semaine. Et puis quand elle a été blessée, c'était Hikaru Shida qui catchait chaque semaine, quoi. Et il y avait un match féminin dans chaque émission, alors qu'à NXT ou Impact, il y a assez souvent 2 matchs féminins par émission. Très compliqué. Donc, la gestion du catch féminin, on a déjà parlé de la EW, mais il faudra qu'on fasse une petite émission comme ça pour cracher notre sel de manière constructive. Alors, je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses. Félix, je vais te laisser peut-être avec non pas une close line, mais une closing line, si tu en as une, et ça nous amènera donc peut-être à notre moment vraiment emblématique dans notre rapport à la TNA. Mais toi, tu voulais parler des knockouts aussi déjà, tu m'as dit. Moi ? Oui, tu as dit que tu voulais parler de Tessa Blanchard. Oui, je voulais en parler, mais ce sera dans mes moments, justement. Je voulais pas trop m'exprimer parce que je voulais un peu tricher, tu vas comprendre un peu après. Non, je pense que le seul truc que je voulais aborder, outre, il y aurait énormément de choses à dire. On arrive sur presque 20 ans d'histoire d'une promotion quand même, donc c'est difficile de faire tout le bilan d'un coup, mais il y a un point qu'on n'a peut-être pas évoqué et qui moi me tient vraiment à cœur pour la TNA, c'est un double point, c'est sur les voix de la TNA. Il y en a 3 pour moi. Il y a les deux commentateurs. Il y a quelqu'un qui va te rejoindre. Il y a les 2 commentateurs historiques qui sont Mike Tenay et Don West, qui étaient vraiment un duo très particulier parce que Mike Tenay, il est vraiment très pointu, très connaisseur, très précis, et Don West, c'est parce qu'il y tenait. Et Don West, qui était pas du tout à l'ouest, lui était vraiment dans l'effervescence, il criait beaucoup. Alors il était très critiqué pour ça. Il était très critiqué pour ça, alors que pourtant, quelques années plus tard, on a Mauro Ranallo et que lui, il est adoré. Alors que moi, je le suis. Moi, je le déteste, voilà. Je sentais que ça allait être un peu dans le même sens. Mais Don West, vraiment, moi, j'ai des souvenirs de commentaires de la TNA. What is he doing? No way. He's not going to try and walk that table from up to the chin. No, he can't. He can't. He cannot. No way. No. No way. You got to be kidding. You've got to do it again. That's one of the most incredible things I've ever seen in professional wrestling. Daniel's going up top. Daniel's heading to the top. Guys, we gotta keep it live. Guys in the truck, keep it live. Don't go to the replay. Daniel's up on top. There's too damn much at stake. Trying to get his balance. You can see. Oh, he catches it with the elbow from the top. Elbow drop by Daniel. Ah mais quand on voit les vieux matchs, c'est hallucinant comme il a donné l'impression que n'importe quel match est incroyable parce qu'il est complètement pris par le truc. Alors il en fait peut-être des caisses, mais je trouve qu'il y a une sincérité derrière, je trouve. Alors après, je me méfie un peu pour Mauro Ranallo parce que comme il a quitté la WWE et qu'il est quand même canadien, je me dis en fait il va débarquer Impact, donc je vais être obligé d'en dire du bien. Mais après, Mauro Ranallo, je trouve, en tant que commentateur ça va, mais c'est surtout sa manière de quand il crie, quand il s'énerve. Mais c'est surtout qu'il a des catchphrases, je trouve, qui reviennent beaucoup, alors que Don West, j'ai pas le souvenir qu'il avait. Puis il y a beaucoup de name dropping aussi chez Mauro Ranallo. Il adore faire des références à la culture pop. Il place Baby Yoda, machin, parce que c'est tellement tarabiscoté que. Et la troisième voix que je voulais évoquer, c'était la voix du narrateur qui s'appelle Barry Scott, et donc que tu as évoqué tout à l'heure, Guillaume. Ah non, tu avais évoqué Bob Ryder, mais Barry Scott, il nous a aussi quitté cette année. Et lui, depuis des années, ça a été le narrateur des vignettes et des vidéos de présentation, des pay-per-view, où on voyait un peu les enjeux, les rappels sur ce qui avait été, ce qui s'était déroulé sur telle storyline, etc. Il avait une voix grave, très
plein de chaleur, etc. Et ça le C'est différenciait vraiment la James Earl Jones façon CNN. Oui, vraiment. Et ça différenciait beaucoup la TNA de la WWE, surtout que à l'époque, la TNA, je crois que c'est en 2004-2005, ils avaient récupéré le monsieur magie de la WWE qui s'appelle David Saadi, qui était le premier à avoir mis en place ces systèmes de package avant tous les WrestleMania où il y avait toute la hype qui précédait l'événement, etc. Et donc il y avait cette expertise-là en termes de réalisation et de montage et de production de David Saadi, plus la voix de Barry Scott. Et ça donnait vraiment un prestige et un poids à cette promotion numéro 2 du catch américain, et ça la renforçait vraiment, à mon sens. Tonight is their opportunity to become legend. Et bah c'est bel hommage, puis je pense belle manière de conclure, en tout cas par des voix, par une manière d'ambiancer le catch, et Dieu seul sait que ça fait partie de l'ADN du catch. On va terminer comme je l'annonçais dans environ peut-être, on a 5 minutes on va dire en dernière ligne droite pour être bien, pour être sur un format digeste, avec votre moment match vraiment phare. Honneur à l'invité, Guillaume, un moment mémorable ou un match. Alors, vraiment moi les matchs, c'est compliqué parce qu'il y en a eu tellement. Bah oui, forcément. C'est pour ça que je vais. En fait, moi, je vous laisse surtout un souvenir qui m'a marqué. Alors déjà, plus récemment, petit bonus, mais le fameux Slammiversary 15 en 2017, qui était un peu le renouveau quand il y a eu la fusion avec la Global Force Wrestling, et cette arrivée de la chouette au milieu du ring. C'est un petit détail, mais moi, je trouve ça absolument fabuleux. Mais enfin, c'est un truc qui me fait un peu les frissons. Mais oui, parce que c'est l'emblème de Anthem, pour rappel. Oui. Moi, le truc que je retiens le plus, le truc qui m'a le plus marqué vraiment, c'est que moi, en tant que fan de catch féminin, c'est quand ils ont signé Ayako Hamada. Faut bien savoir qu'à l'époque, Ayako Hamada, c'était vraiment ma catcheuse préférée, et même limite catcheur aussi préféré, enfin homme confondu. Et c'est vrai que ce que je dis dans mon article, c'est que tous mes catcheurs préférés sont un peu passés par Impact. Et je me souviens qu'une fois, je sais plus c'était quand, mais genre peut-être Grete Muta avait dû faire une apparition. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable. Le seul truc qui pourrait être encore plus fou que ça, c'est qu'ils aient Ayako Hamada. Mais je me dis, mais bon, ça arrivera jamais, parce que je dis une catcheuse japonaise à Impact, je voyais pas du tout. Et je me souviens toujours le jour où j'ai lu la news où il se disait qu'elle avait signé, mais j'ai relu l'article 5 ou 6 fois. J'avais le cœur qui battait, tellement j'y croyais pas du tout. Et ce que je dis dans l'article, c'est qu'on a tendance à oublier, parce que c'est vrai que certains se plaignent qu'elle n'a pas été extrêmement bien utilisée. Évidemment, elle faisait peut-être pas des matchs de malade comme elle a fait à Shimmer notamment, mais n'empêche que son premier match, elle a fait passer une autre catcheuse dont le nom ne me vient plus à l'esprit, mais ça peut me revenir. Elle a fait passer à travers une table, et franchement, faire passer une femme à travers une table dans le catch américain, ça se voyait pas tellement à l'époque. Et il y a eu des chants This is awesome. Et à l'époque, bon, après c'est devenu presque une espèce de tarte à la crème, les fans qui jouent This is awesome pour un tout et un rien. À l'époque, c'était assez rare. Je crois que c'était quasiment jamais arrivé, même dans l'émission. Ça arrivait dans les pay-per-view, mais pas tellement dans les émissions. Et les gens ont dit This is awesome à ce moment-là. Et donc voilà, ça c'était quand même un truc qui était vraiment hyper classe pour moi. Beaucoup, donc pour les lister très rapidement, et on renverra à la fin de l'émission à ton article, hein, donc Kurt Angle, Doug Williams, cheerleader Melissa, Ayako Hamada dont tu parlais, Grete Muta, Serena Deeb, Ivelis, Christina Von Iri, Naomichi Marufuji, Nigel McGuinness, Davey Richards, Claudio Castagnoli, le fameux Cesaro, hein, voilà, beaucoup Drago, on en passe, mais en tout cas voilà, c'était le petit listing coup de cœur de la TNA qui est, en parlant de cœur, très cher à celui de Guillaume, vous l'aurez compris. Félix? Moi, je dirais un match, parce que bon, moi aussi, il y a plein d'images, de moments qui me reviennent en tête, de fou rire aussi, parce que la TNA, c'était aussi de l'humour. Steiner, mais il y a aussi Jay Lethal et son imitation qui est devenue culte aujourd'hui de Ric Flair. Moi, mon préféré, alors faut que je dise un truc que j'ai préféré, c'est l'imitation de AJ Styles par Kazarian. Christopher Daniels, let me say something to you. Vous voyez ça sur internet, c'est absolument, il l'imite mais super bien, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu dans le catch. Félix, je sais pas si ça s'est entendu du coup, parce que vous avez, il y a eu l'exclamation de Guillaume, hein, on est là aussi là pour ça, Guillaume, t'en fais pas. Toi, c'était quoi que tu voulais évoquer dans le côté comique?
Non, il y avait Jay Lethal, mais Ouais. il y en avait d'autres. Il y avait les Paparazzi Production avec Dr Nash. Donc c'était Kevin Nash qui jouait les docteurs pour Ouais. essayer d'arranger la psychologie des jeunes stars de la X-Division. Ah, C'était c'est marrant. vraiment des trucs hyper comiques, etc. Et il y Ouais. avait beaucoup d'autodérision aussi de la part de Kevin Nash. Mais moi je dirais un match. Vraiment, pour moi c'est peut-être le match qui définit le plus la TNA de la grande époque 2005-2009, qui se trouve, qui est mine de rien assez rare en fait. C'est Samoa Joe contre Christopher Daniels à Impact, avec un finish vraiment spectaculaire. J'en dis pas plus si vous arrivez à le trouver, il faut vraiment le voir. Mangez-en. Pour moi, c'est un 5-star caché. Et il y en a beaucoup à la TNA. Je sais qu'il y Ouais, en a celui beaucoup. qui est connu, c'est surtout le Joe et Jay Styles de Christopher Daniels. Oui, Unbreakable. Unbreakable, mais ce pay-per-view était hallucinant d'ailleurs. Voilà, D'accord. à toi Mehdi. Alors moi, comme je disais, hein, je l'annonce depuis tout à l'heure, un cheat to win, comme disaient d'autres catcheurs sud-américains. Je vais un peu tricher en 3 parties, c'est-à-dire j'ai choisi trois moments. Le premier, donc c'est les matchs AJ Styles Kurt Angle qui pour moi sont vraiment avec le recul et le fait de m'être replongé dedans pour l'émission. Et encore une fois, je vous remercie les amis, sont un peu l'ADN pour moi de la TNA à mes yeux. Et je retiendrai donc celui du 4 janvier 2010, un match pour le titre entre les deux assez monumental, avec une conclusion aussi assez emblématique, même ça m'écorche la gueule de revoir aussi un Hulk Hogan à la fin qui vient, Dieu seul sait que le mec est en désamour pour moi Eric maintenant. Flair. Eric Flair, exactement. Ça c'était le 4 janvier 2010, ça peut vous aider à retrouver le match, je crois qu'il est trouvable facilement sur YouTube, ça et là. Le 5 juillet 2016, hein, j'ai choisi le match des Hardys, pour moi emblématique parce que vraiment c'est l'intro, le brouillon du gros bordel récent qu'on a eu à l'AEW, effectivement de comment s'appelle-t-il, de Bowser Nero contre Sami Guevara. Donc voilà, pas grand chose à dire, l'ambiance, le côté, on l'a pas souligné, mais il y aurait plein de choses à dire. On parlait de Rosemary très vite tout à l'heure avec comment dire, Guillaume, sans qui il n'y aurait pas Abaddon aujourd'hui, je pense, dans l'AEW, etc., etc. Donc voilà, 5 juillet 2016, les Hardy. Et enfin, on en parle depuis tout à l'heure, et c'est un truc, vous le savez si vous écoutez le Catch à Cast, qui est très cher à mon cœur, c'est les Intergender Match et Blanchard contre Callihan le 7 juillet 2019, même si ça me fait très mal que ce soit Callihan qui ait gagné, match assez fou, quoi, où vraiment les fameuses limites d'intergender, d'intensité match homme-femme sont complètement pétées, quoi, et puis je sais pas, j'aime tout, même dans le côté qui pourrait être kitsch et glitter, mais qui est tellement incarné par un catch propre de Blanchard, sa tenue dorée, sa batte dorée pour contrer celle de Callihan, c'est vraiment imprimé sur ma rétine, c'est très récent, mais je trouve que c'est définitivement un truc plutôt enthousiasmant pour la suite de ce qui peut se faire. Et Blanchard aussi avait été mon premier émoi intergender, parce que je l'avais vu dans un match contre Cage dans une fédération qui est là, je crois, la Wrestling Circus, où elle avait un match assez hallucinant contre Cage, et c'était mon premier émoi intergender où je me suis dit il me faut plus de matchs de ce genre-là, et j'avais été servi ce jour-là, le 7 juillet 2019. Voilà. Je m'arrête là, et voilà qui clôt donc notre rétrospective TNA. Il y aurait plein de choses, vous l'aurez bien compris, à dire et à prolonger. Peut-être que ce sera l'occasion plus tard. Guillaume, un immense merci d'avoir été là, et j'arrête pas de le répéter, j'espère avec ces mises en place techniques que tu seras là pour bien d'autres émissions. Rappelez ton blog, effectivement, Split Diopter, SPLIT diopter.com, sur lequel vous retrouvez plein d'opinions de Guillaume sous format blog, cinéma, jeux vidéo, musique, catch et j'en passe, dans lequel il y a le fameux 10 raisons pour lesquelles je préfère la TNA. Donc voilà, encore merci à toi Guillaume. J'étais ravi de participer. Une fois que je peux parler de la TNA. On te retrouve aussi sur occasionnellement et même régulièrement sur l'assaut mo5.com, sur lequel officie aussi notre ami commun qui est Jérôme Pipo là-bas aussi. Et puis voilà, on te retrouve aussi sur les internets, notamment Twitter, je crois, sous Roots Genoa. Tout à fait. Voilà. C'est Roots Genoa qu'il faut dire. Genoa, pardon. Pour la petite histoire, ça vient du catch. Hein. C'est le faux nom de Chris Benoit dans la série Fire Pro Wrestling. Je précise que j'ai trouvé ce pseudo bien avant qu'il massacre sa famille.
Donc Roots, donc R-O-O-T-S, Genoa, G-E-N-O-A. Félix, bah écoute, toi et moi, on nous retrouve, je pense, sur les internets, sur le Catchacast, jamais bien loin, à relayer tout ça. Un grand merci aussi à Félix, comme on dit, à la technique, pour le montage des émissions et pour la promo, qui fait un boulot fabuleux. Autre info, n'hésitez pas à aller dans le billet de l'émission. Nous avons un Discord, wouhou, sur lequel il y a un canal Catchacast et où on s'en donne à cœur joie et où, je cite Jérôme, venez, je me sens trop seul pour l'instant. Bon, on l'a créé il y a pas longtemps, hein, donc venez l'aider à parler de la Stardom et d'autres choses aussi. Probablement qu'on l'espère que Guillaume nous rejoindra aussi s'il en a un petit peu le temps. Et sinon, on l'a dit au début, vous nous retrouvez sur le Catchacast, les émissions Death Podcast et le Patreon, patreon.com/deathpodcast avec un S à la fin de podcast si vous pouvez nous soutenir. Un grand merci à toutes et à tous, hein, toujours plus nombreux et nombreuses, des retours assez touchants honnêtement avec Félix, vu le travail qui est abattu, ça fait plaisir de lire d'avoir des nouveaux followers et voilà, et d'avoir des opinions tranchées, sympathiques, et même si elles sont pas sympathiques, on prend aussi, ça nous permet de nous améliorer. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Catchacast avec les collègues. À plus. Salut. Se lo incontri gran paura, fa il suo volto alla maschera tigre. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, D-E-E-Z, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.